Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je vais vous faire mon bilan de mes lectures du mois de février. Je tourne cette vidéo à la suite de celle d'avant. Donc, si ça fait deux vidéos où j'ai la même tête et les mêmes habits, c'est pour ça. On essaye d'être productif en ce moment. Donc, deux tournages aujourd'hui. Ce qui implique qu'on n'est pas tout à fait au mois de mars pour moi, là. Je sais même plus combien on est. C'est mars dans 3 jours, quelque chose comme ça. Le truc, du coup, c'est que je suis sûre d'avoir fini 9 livres, parce que je les ai déjà finis là tout de suite dans mon présent à moi, mais il y a 3 livres qui sont en point d'interrogation. Il y en a 2, je les fais en lecture commune qui se finissent toutes les deux le 29, donc logiquement, le 29 je les ai finis. Donc je vais vous les présenter parce que ceux-là c'est vraiment quasiment sûr, je les aurai finis. Et le dernier, j'aimerais fortement trouver le temps de le lire et de le finir d'ici mars, mais c'est pas dit. Donc ces trois-là, je vais commencer par vous présenter ceux-là, à la limite, rapidement, parce que d'un, je ne peux pas vous donner vraiment mon avis, vu que je ne les ai pas finis. De deux, je ne sais pas si je les aurais finis. Donc si j'arrive par hasard à finir ces livres, de toute façon, je vous marque tout en description. Allez voir la barre d'infos, parce que je vous marquerai d'un si je l'ai fini, et de deux, je vous donnerai un peu vite fait un résumé de ce que j'en ai pensé et de mon avis. Que voilà, et puis si je les ai pas finis, ça sera, je vous les présenterai correctement dans la prochaine vidéo, mais qui sera pour les lectures du mois de mars. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors déjà, pour commencer sur celui que je suis le moins certaine de finir, parce que je sais pas si j'aurai le temps en 3 jours, mais j'aimerais bien le finir, ça serait fait. Il s'agit de celui-ci, A Forgery of Roses de Jessica Esselstyn. Je sais pas si vous voyez, je suis genre à la moitié du livre. C'est pour ça que je me dis, vu comme c'est écrit, vu le nombre de pages qui restent en 3 jours, c'est largement faisable. Théoriquement, c'est juste que tout seul en 3 jours, c'est plus que faisable. Avec les 2 autres livres que je lis en même temps, ça risque d'être chaud. Est-ce que j'aurai le temps de le finir ou pas? Je sais pas. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien le début. J'aime bien la plume et je comprends pourquoi beaucoup de gens trouvent que c'est un gros coup de cœur et une masterclass et tout ça. Maintenant, pour l'instant, en toute franchise, je ne suis pas à 100% convaincue. Je suis pas à 100% convaincue parce que je trouve que ça va trop vite entre les personnages. Je trouve que leur réaction n'est pas toujours logique. Je trouve qu'il y a des moments où ils se mettent à parler d'eux et à se livrer de ouf comme s'ils se connaissaient depuis des semaines alors que ça fait 2 jours qu'ils se côtoient. Forcément, l'histoire fait que c'est un peu obligé que ça se passe comme ça, mais je trouve que du coup ça enlève en réalisme. Et là où j'ai adoré le début parce que ça se concentrait vraiment sur le côté enquête, intrigue, vous voyez, autant le milieu du livre, là, c'est un peu redondant ce qui se passe, je m'ennuie un peu et c'est pas... Enfin, j'aimerais bien qu'on retourne dans le côté un peu glauque gothique, vous voyez, que je sais pas du tout quel sera mon point de vue à la fin du livre parce que ça va dépendre de comment les choses vont évoluer à partir de là. Donc, allez voir ce que j'en pense en barre d'infos, voilà, rien d'autre à dire. Ensuite, en lecture commune, je suis, comme vous devez très certainement le savoir, en train de relire tous les Harry Potter pendant mon challenge de lecture Harry Potter, ça fait du sens tout ça. Là, je suis actuellement en plein tome 4, j'ai lu toute la grosse partie là, il me reste que la petite partie là. C'est une lecture commune particulièrement intense, parce que autant les premiers tomes, ils étaient courts, autant là, lire le tome 4 en 8 jours, même pas, c'était 7 jours je crois, je sais plus, enfin, le découpage est short, parce que du coup ça fait des parties, des jours à plus de 100 pages. Quand on lit plus que ce livre-là, ça fait des bons pâtés, on va dire. Mais personnellement, j'aime beaucoup le tome 4. Pour le coup, lui, je ne l'ai pas fini, mais je peux vous en parler, parce qu'Harry Potter, je connais par cœur, il n'y a pas de problème. Tout le monde est pas du même avis que moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais moi perso, je trouve que c'est un de mes tomes préférés, le tome 4. J'aime beaucoup parce que c'est celui qui commence, comment dire, où on sent que l'univers de Harry Potter, ça commence à devenir plus sombre, plus adulte, mais ça devient vraiment sombre tard dans le livre. Donc on profite quand même encore longtemps de cet univers un peu enfantin magique que moi j'aime bien, sans que ce soit trop niais. Vous voyez, je trouve que la balance est pas mal, et le sujet, la coupe de feu, ça change quand même beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir, donc je trouve que c'est un des tomes qui est moins redondant. Et moi j'aime bien. Mais après, c'est ce qui fait que ça, typiquement, ça plaît pas à tout le monde. Mais voilà, moi ça me plaît, je suis très contente de le lire, donc voilà, pour le coup, celui-ci, je suis quasi sûre que je l'aurai fini à la fin du mois, donc pareil, vous pouvez aller voir ça en barre de description. Et donc enfin, la deuxième lecture commune que je devrais largement avoir fini à temps aussi, c'est celui-ci, Un hiver pour te résister,
de Morgane Moncomble. Comme vous le savez peut-être, si vous avez vu certaines de mes vidéos où j'en parlais, le premier tome, donc Un automne pour te pardonner, c'est une de mes romances préférées de tous les temps. Je trouve vraiment l'histoire incroyable. Et donc forcément, je me suis pris la suite, c'était une obligation. Je voulais savoir ce qui se passait après. Maintenant, ça sera, je pense, pas mon tome préféré. Je pense que j'aurai largement le temps de le finir d'ici à ce qu'on soit, enfin, avant qu'on soit en mars. Tout simplement parce que c'est quand même écrit très gros, je trouve, dans ces livres-là. C'est écrit très gros et je trouve que les pages défilent vraiment vite. Je sais pas comment vous expliquer ce ressenti-là, mais je trouve que ce livre, j'ai l'impression de le lire 3 fois plus vite que ce que je lis Harry Potter, par exemple. Et je parle pas pour une question de page, parce qu'évidemment celui-ci est beaucoup plus court que celui-là, mais même en termes de ressenti, je trouve que pour lire un chapitre de celui-ci, j'ai l'impression que je passe un temps fou, alors que ceux-là, les chapitres, vraiment, je les enchaîne tranquille, quoi. Je comprends pas à quoi est due cette sensation dans certains livres, mais les romans, je trouve que ça a tendance à se lire plus rapidement que la fantasy, globalement. Mais alors, celle-ci particulièrement, enfin, j'ai l'impression que limite, j'ai passé 2 heures à la lire et que j'ai déjà lu la moitié du bouquin, quoi. Enfin, au moins, ça va vite. Voilà. Mais ouais, je suis pas, en toute franchise, pour l'instant, je suis pas à 100% convaincue. Je suis pas à 100% convaincue, pour le moment, je trouve le concept sympa. Je trouve que l'ambiance patinage artistique est cool. Moi, j'aime bien souvent les romances qui parlent de sport et tout, de personnages sportifs, c'est sympa. Maintenant, je trouve qu'il manque le truc qui fait que le tome 1 est si incroyable. Le tome 1, il y a quand même une ambiance un peu mi-enquête, mi-romance qui le rend mais génial. Puis en fait, il n'y a pas ça du tout là-dedans parce que c'est pas le but de l'histoire, quoi. C'est vraiment pas le même sujet. Et je trouve que celui-ci, du coup, est moins intriguant, honnêtement. Voilà. Je trouve que la relation entre Lily et Orion est bizarre et s'installe d'une manière qui est pas très logique. Même si c'est très plaisant à lire, c'est ça qui est assez paradoxal. Je trouve que le côté enemies to lovers, on souffle. Hein. Honnêtement, c'est que mon point de vue, mais pour du bon enemies to lovers, aller vers de la fantasy, pas vers de la romance. Hein. Parce qu'ils savent pas vraiment ce que c'est. C'est à la limite, léger rivals to lovers, celui-ci. Mais léger, hein, c'est pas... Voilà. Je suis déjà dans un moment où l'intrigue, il y a un petit retournement de situation et tout, donc oui, c'est un peu plus intéressant que ce que je m'attendais il y a 3 chapitres de ça, vous voyez. Pour autant, bon, j'attends de voir parce que ce truc, il va se passer des dingueries dans la deuxième moitié du livre qui va faire qu'en fait, je vais vous dire, waouh, il est incroyable, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas parti pour. Et petit détail, certainement, mais j'ai une question. Pourquoi est-ce que dans les séries, dans les livres ou dans les films, quand on se décide enfin à faire une romance sur un personnage qui est noir, il faut toujours qu'il finisse avec une fille qui est asiatique? Genre, sérieusement, vous trouvez pas que c'est kitsch à force? Enfin, vous savez, c'est pas parce que les personnages ils sont noirs, vous pouvez pas les mettre avec quelqu'un qui est blanc, ou même faites un couple de gens qui sont noirs, ou faites j'en sais rien, faites ce que vous voulez, mais juste le duo noir-asiatique, c'est bon, genre... On en a bouffé dans tous les films, toutes les séries, tous les bouquins, c'est toujours pareil. Quand il y a un mec noir, il finit toujours avec une fille asiatique. Moi, je trouve ça fatigant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais moi, je trouve vraiment à force que c'est... Enfin, c'est un schéma trop redondant et c'est un peu... Moi, je trouve que ça kitsch. Voilà, c'est que mon avis. Mais... Enfin, bref. C'est qu'un détail, il y a peut-être que moi que ça choque, mais j'ai vraiment l'impression que c'est super redondant comme truc, quoi. Enfin bon, bref. Mais tout ça pour dire que je suis quand même pressée de lire la suite et de voir comment ça va évoluer ce micmac. J'espère être surprise, j'ai juste peur de ne pas l'être assez. Voilà. Bref, maintenant on va passer aux livres que j'ai effectivement finis et je vais pouvoir vous les afficher, vous afficher aussi la note que je leur ai mise. Alors, pour rappel... Pour commencer, parce que c'est la première fois que je vous affiche mes barèmes ici et que vous connaissez peut-être pas trop mon délire. Personnellement, les livres, je les note entre 1 et 5, donc avec des cœurs. Je vais essayer de vous mettre des petits exemples à l'écran pour que vous voyez. Entre 1 et 5, globalement pour les lectures un peu basiques. Mais la petite nuance que je fais personnellement, c'est que je modifie cette note quand c'est des coups de cœur. C'est-à-dire... Personnellement, pour moi, c'est de 1 à 5. De 1, c'est j'ai vraiment pas aimé. À 5, j'ai vraiment bien aimé. Mais dès qu'on passe le cap de j'ai
adoré. C'est un coup de cœur. Pour moi, c'est plus 5 cœurs. On va partir sur des cœurs pleins. Je vous montre les 2 images. Quand c'est des cœurs vides, c'est vraiment j'ai aimé, et ça s'arrête au ouais, j'ai vraiment bien aimé, c'est un bon livre. Dès qu'on arrive sur du j'adore, c'est trop bien, on passe aux cœurs pleins. Et les cœurs pleins, c'est pareil, je fais une différence parce que pour moi, tous les coups de cœur ne se valent pas en termes d'intensité de coups de cœur. Je sais pas si vous voyez. Pour moi, c'est pas assez précis, en fait, de juste noter de 1 à 5. Donc moi, je déborde de mon 1 à 5. Et je mets du coup à mes notes un cœur plein de 1 à 3, selon si c'est un cœur plein, c'est ouais j'adore, et 3 cœurs pleins, c'est mon Dieu, c'est le meilleur livre de tous les temps, ce livre est incroyable, je ne m'en remettrai jamais, vous voyez. C'est ça la nuance. Donc voilà, je vais vous mettre les petites notes en haut au fur et à mesure que je vous parle des livres, comme ça vous verrez vraiment comment j'ai noté mon avis, et vous me direz si vous êtes d'accord, d'ailleurs ça m'intéresse. Pour commencer ce mois de février, le premier livre que j'ai fini, c'est le tome 1 de Off Campus. Le tome 1 de Off Campus, j'adore. Vous voyez, j'ai 2 cœurs pleins. C'est un coup de cœur. C'est un de mes livres préférés. C'est une de mes sagas de romances préférées, les Off Campus, même carrément. Je trouve que les thématiques dans ce livre sont incroyables. J'ai pas les mots parce que quand on voit ça, on s'attend à avoir une romance érotique un peu cucu. Pas du tout. Pas du tout. Ça traite de plein de sujets. D'ailleurs, faites attention au trigger warning parce qu'on parle quand même de violences sexuelles dans ce livre. C'est amené d'une manière que je trouve personnellement géniale, très touchante. Mais bon, voilà, on en parle quand même pas mal, donc c'est pour ça que je vous le précise. Gareth est un personnage masculin extrêmement bien écrit. Genre, je pense qu'on est typiquement dans le problème qu'on a en tant que lectrice de lire des personnages masculins écrits par des femmes, parce que c'est des personnages qui sont ultra romantisés, qui ont presque l'air d'être parfaits dans leur personnalité, et malheureusement ils ont tendance à pas exister dans la vraie vie quasiment, ces gens-là, c'est bien dommage. Bref, Gareth est parfait, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, tout ça pour dire que bon, je suis très contente de reprendre cette saga maintenant, et j'ai hâte de lire The Legacy, que j'ai toujours pas lu du coup pour l'instant, donc voilà. Ensuite, j'ai lu La vertu du péché de Alec Crine. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais moi ça m'a pas convaincu du tout. Alec Crine, c'est un auteur qui est pas très connu, qui s'auto-édite, et je trouve ça génial. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur lui, tapez Alec Crine, le nom que vous voyez sur le livre, sur Instagram. Il a un compte Instagram. C'est quelqu'un de très sympathique, honnêtement. Mais voilà, si je dois rester honnête, j'ai acheté 2 de ses livres pour voir un peu ce que ça donnait et pour soutenir un peu son travail. Donc La vertu du péché et Par-delà la mort. Par-delà la mort, c'est une romance. J'espère que ça passera mieux. J'attends de voir. Je vais le lire de toute façon. Mais ouais, La vertu du péché, c'est pas passé du tout pour moi. La plume ne m'a pas parlé du tout. Je trouve que la construction de l'histoire était faite d'une manière un peu bizarre et bancale et pas très... J'ai trouvé que ça faisait un peu brouillon. Enfin bref, je vais pas m'étendre pendant 10 000 ans parce que je risque de déglinguer le bouquin, parce que vraiment, j'ai malheureusement pas du tout passé un bon moment devant ce livre. Maintenant, je pense que c'était clairement pas mon genre de lecture, même si c'est de la fantasy. C'est pas le genre de fantasy que moi j'aime bien. Ça veut pas dire que vous aimerez pas. Preuve en est, quasiment tous les sites où ce livre est vendu, tous les gens mettent 5 étoiles sur 5. C'est pas compliqué. D'où le fait que j'ai autant été déçue d'ailleurs de le trouver pas si ouf, parce que je m'attendais à ce que ce soit un truc incroyable, vu que tout le monde dit que c'est un truc incroyable. Moi, j'ai pas aimé. Je pense que plein de gens pourront aimer, donc voilà, c'est la dernière fois que vous entendrez parler de ce livre, parce que j'ai vraiment pas envie de déglinguer le travail de cet auteur, mais c'était pas fait pour moi. Voilà, ça sera tout. Ensuite, ça fait bizarre parce qu'on n'en parle pas dans l'ordre, du coup, vu que j'ai commencé par la fin. J'ai commencé ce mois-ci par dire Harry Potter 1, évidemment. Donc Harry Potter 1, que vous dire, j'aime trop les Harry Potter. Moi, c'est ma saga chouchou, j'adore. On va pas rester 1000 ans à parler que de ça. Harry Potter 1, il fait encore très enfantin, il est très court et on passe pas beaucoup de temps à Poudlard. Malgré tout, moi, c'est nostalgique, j'aime bien. Voilà. Autant enchaîner d'ailleurs, parce que j'ai lu aussi Harry Potter 2. Pareil, j'aime beaucoup Harry Potter 2. Beaucoup de gens l'aiment pas, celui-ci. Moi, je comprends pas, il est bien le 2. Genre, moi, j'aime bien l'histoire du 2. Bref, voilà, le 2, moi, j'aime beaucoup, mais pareil, il est toujours très enfantin, je trouve, mais moi, j'aime bien. Et donc, sans surprise, j'ai lu Harry Potter 3, dis donc. Harry Potter 3, c'est un de mes préférés, perso. Voilà, j'adore. Il y a déjà, parce que dedans, il y a Lupin. Il est trop bien, Lupin. Pourquoi personne, il en parle jamais de Lupin? Je sais pas, j'aime trop ce personnage. J'aime trop le fait que ce soit le personnage qui introduit Sirius, qui moi est un de mes personnages préférés de tous les temps de Harry Potter, d'accord? Il est trop bien, Sirius, genre vraiment.
J'aime les retournements de situation, j'aime me rappeler de comment j'avais été surprise en lisant ce livre quand j'étais petite. Et ouais, voilà, bref, le 3 il est trop bien. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, là je suis en plein dans le 4, mais voilà, est-ce que j'aurai eu le temps de le finir ou pas? Telle est la surprise. Ensuite, pendant ce mois-ci, j'ai lu Ces prières que je fais dans le noir. Donc, Ces prières que je fais dans le noir, comme vous le savez certainement, parce qu'il marche de ouf ce livre en ce moment, il est super connu, je pense que vous en avez entendu parler avant que je vous dise ce titre. C'est un tome 3, c'est le 3e tome de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. On va essayer d'articuler. J'ai adoré La nuit où les étoiles se sont éteintes, j'ai encore plus aimé Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et j'ai beaucoup aimé Ces prières que je fais dans le noir, je l'ai beaucoup aimé, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais pour moi il y a un cran en dessous quand même des 2 premiers, parce que dans les 2 premiers, ce que j'aime c'est qu'on parle beaucoup de santé mentale, et ce que j'aime aussi c'est le côté un peu, il y a un peu un côté fun family, si vous voyez un peu niveau trope. Il y a un côté un peu bande d'amis, on suit... oui, enfin, il y a un côté très amitié dans ce livre qui, je trouve, marche encore mieux que la romance de ces livres. Pour le coup, c'est bizarre à dire parce que je suis très romance. Genre, moi, personnellement, un livre qui ne contient aucune romance, j'ai tendance à moins aimer, souvent. J'aime bien, pour m'accrocher à l'histoire, qu'il y ait une romance. C'est comme ça. Ben, et je trouve que ces livres, c'est un peu l'exception où, même s'il y a des romances dedans, c'est pas ce qui fait que j'aime ces livres, en fait. Et je trouve que le côté amitié est encore plus agréable à lire, limite, dans ces livres que le côté amour. Et le truc, c'est que ces prières que je fais dans le noir, on n'est plus dans la même temporalité. Les 2 premiers, ça se passe vraiment dans leur dernière année de lycée. C'est pas en France, donc c'est pas vraiment le lycée, mais vous comprenez quoi. Avant qu'ils commencent à partir pour leurs études. Alors que ces prières que je fais dans le noir, ils commencent au début de leurs études, plus ou moins. Sur le personnage de Thomas, du coup, ou Jäger, comme vous voulez. J'ai adoré ces prières que je fais dans le noir pour le personnage de Jäger, justement, que je trouve ultra intéressant, ultra bien construit. J'adore plonger dans sa psychologie qui est vraiment particulière, mais faite de manière que je trouve très réaliste. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parler de ses troubles et de ses problèmes dans sa vie familiale et enfin, je sais pas comment dire le reste sans vous spoiler, donc on va s'arrêter là. Mais en gros, pour faire court, Thomas, c'est quelqu'un qui vit dans une famille religieuse, chrétienne, très pratiquante et très ancienne. Et en gros, il y a un peu une intrigue autour du fait que de base, sa famille veut le marier de force à sa meilleure amie. Et lui, bah, du coup, de force, donc il veut pas, vous vous en doutez. Et il y a un peu, ça parle un peu de ce côté de la pression que la religion peut avoir quand on est dans une famille comme ça où c'est vraiment excessif. Mais au-delà de ça, je trouve qu'on parle aussi juste de son propre rapport à la religion qui est traité d'une manière que je trouve trop intéressante dans le livre et qui m'a personnellement beaucoup parlé, honnêtement. On parle aussi de santé mentale parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont faire que c'est un sujet qui va arriver sur le devant de l'histoire qui est très bien travaillé, comme toujours dans ces livres, je trouve, et qui est très intéressant. Du coup, faites quand même attention au trigger warning parce qu'on parle quand même de pas mal de sujets sensibles aussi dans ce livre. On parle d'abus, de maltraitance, de négligence sur les enfants. Il y a quand même cette thématique qui revient pas mal. Il y a des passages qui sont difficiles à lire, je trouve. Après, c'est ce qui apporte toute la richesse à ce texte. Mais bon, si vous vous sentez pas prêt à lire ce type de récit, le faites pas. Juste regardez les trigger warnings avant d'acheter le livre, c'est important. Mais ce qui fait que ce livre, pour moi, est un chouille moins bien que les 2 précédents, même s'il est très très bien, ça reste un coup de cœur pour moi, comme vous pouvez le voir, c'est que on se focus quasiment que sur la relation de Thomas et de sa meilleure amie, donc June. June, personnellement, je l'aime pas trop, honnêtement. Je l'ai pas trouvé dingue, ce personnage, voilà. Je suis pas convaincue. Leur relation, elle m'a pas vendu du rêve, voilà. Et du coup, vu que ça parle plus de leur romance que de ses amitiés à Thomas, parce qu'en fait, on voit pas beaucoup ses amis dans le livre, on les voit, hein, mais c'est beaucoup moins présent que dans les 2 précédents, et j'ai trouvé ça trop dommage. Et moi, il m'a manqué un peu ce côté, je sais pas comment vous dire, ce côté qui fait que j'aime autant les 2 précédents, je trouve qu'il est un peu moins dans celui-ci. Voilà. Après, j'ai quand même trouvé que les thématiques étaient super originales et super bien, mais voilà, juste, pour moi, c'est un chouille, un tout petit cran en dessous. Voilà. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu, et là, gros banger ce livre, vraiment, il est incroyable. J'ai lu La vie invisible d'Asie Lerleux. Ah, il est génial ce livre. Il est
une de mes meilleures lectures de l'année, je pense. Vraiment, j'ai même pas les mots. Il est trop bien. Pour rappel, même si pareil, je pense qu'il est quand même très connu. Vous avez certainement dû en entendre parler sur pas mal de chaînes, ou si vous êtes sur Instagram, vous en avez forcément entendu parler partout. Mais au cas où, pour rappel, on suit la vie de Hadi. Hadi, qui est né dans les années 1700, 1800, je me rappelle peut-être pas 1600, je sais plus. Bon, il y a longtemps, dans la vieille campagne française, mais vraiment il y a longtemps. Hein. Elle a 300 ans, je crois, donc il y a 300 ans. Il y a 300 ans, Hadi est né dans la vieille campagne française et est un esprit libre dans une époque où malheureusement pour les femmes, on l'était pas tant. Voilà. Et le problème, c'est que elle va essayer de rester libre, mais elle va malheureusement se retrouver à devoir un jour se marier. Sauf qu'elle ne veut pas se marier, vraiment. Pour elle, c'est se retrouver enfermée et ne plus être libre, et c'est pas du tout ce qu'elle veut. Donc elle va pactiser avec le diable, entre gros guillemets, parce que le diable, ça reste à voir. Donc elle va pactiser avec un dieu, mais un dieu potentiellement pas très sympa, qui va la voir, c'est-à-dire que elle va pas, quand elle va clairement marchander son âme contre quelque chose qu'elle va pas assez préciser, elle va complètement se faire arnaquer, c'est-à-dire que là où elle voulait rester libre, elle se retrouve à devenir invisible, comme son nom l'indique, comme le nom de l'œuvre l'indique, tout simplement parce qu'en fait personne ne va plus jamais se rappeler d'elle. Qu'en fait elle se met à errer dans les siècles un peu comme un fantôme, parce que les gens, dès qu'ils arrêtent de la voir, ils se rappellent plus d'elle, et c'est là où elle était censée gagner sa liberté, elle gagne un peu plus une malédiction, jusqu'à ce que, dans le présent, elle rencontre quelqu'un qui finisse par se rappeler d'elle. Et c'est ce qui va donner l'intérêt du livre. Donc, j'ai trouvé ce livre absolument génial. Voilà. Le scénario est trop bien pensé. C'est une super bonne idée. J'ai trouvé la plume de l'autrice magnifique. Je suis convaincue à 100%. C'est-à-dire que il faut absolument que j'achète d'autres livres de cette autrice pour voir s'il y a ce petit côté-là ailleurs, parce que vraiment, elle écrit mais super bien. Je vous recommande plus d'aller voir un petit peu ça. Je trouve que ce livre est en même temps mélancolique, mais d'une manière qui est écrite, comment dire, c'est très poétique. La façon dont c'est écrit, la plume est fluide, ça se lit vraiment tout seul et c'est vraiment joli. On a un peu des tableaux de temps en temps, c'est-à-dire que de temps en temps, elle nous présente des scènes dans plein d'époques différentes et on a vraiment l'impression de regarder des tableaux. Je sais pas comment mieux l'expliquer. J'ai trouvé ça trop joli. L'intrigue est géniale. Il y a des points du scénario que vraiment, quand on voit dans quoi on avance, vous voyez, il y a des points du scénario qu'on attend de ouf, on attend de savoir comment ça va se passer. Et j'ai aussi personnellement adoré la fin, que je trouve très intelligente. Le seul, pour moi, petit bémol de ce livre, c'est que je trouve qu'il y a des longueurs. C'est-à-dire que à partir du moment justement où on arrive à un point clé de l'histoire, je trouve que ça perd en rythme. Il y a sur la fin particulièrement des moments un peu longs où il y a certaines scènes qui, je trouve, ne servent pas à grand-chose. Après, pour nuancer ce que je dis, certaines scènes ne servent certes pas à grand-chose pour l'histoire, mais servent beaucoup à cette ambiance un peu mélancolique et tout, où on change d'époque selon ce que Hadi a vécu, tout ça. Globalement, j'ai trouvé que c'était un super bon livre. C'est vraiment qu'un petit détail. Le fait qu'il y ait quelques longueurs qui fait que pour moi ce livre n'est pas tout à fait parfait, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. J'ai beaucoup aimé. Voilà, bref. Honnêtement, je vous recommande très très fort ce livre. Pour moi, c'est un livre qui est vraiment très bien écrit. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, lisez-le. Il est trop bien, franchement. Ensuite, on arrive à la fin. Là, c'est l'avant-dernier livre que j'ai lu, du coup. J'ai lu le tome 2 de Off Campus. Je suis actuellement en train de lire le tome 3. Le tome 2, c'est sympathique, parce que quand même, c'est Off Campus. Moi, j'aime bien cette saga. C'est un peu une saga chouchou de romance, vous voyez. Mais vraiment, le tome 2, c'est pas mon tome préféré. Voilà. Je sais pas ce que vous en penserez. Peut-être que vous adorez, hein. Mais moi, j'aime pas trop, parce qu'on est sur des tropes qui me plaisent pas trop. C'est-à-dire que le tome 2, on est sur la trope deuxième chance, déjà, moi, ça me... Voilà. Ça me passionne pas, voilà, je vais être honnête avec vous, ça me vend pas du rêve. Je trouve que, c'est mon avis, mais ce livre, c'est le même mood que Twilight 2. Genre, le début est bien,
Puis, il y a le moment où, vu qu'on est sur la trompe seconde chance, Logan va faire une boulette. Puis après, il va devoir rattraper la boulette. Et du coup, tout ce temps-là de livre où ils sont pas ensemble, où on a un peu une pause, si je peux dire, dans la romance, moi, ça me plaît pas. Je trouve que ça donne un côté long à l'intrigue. Je sais pas, enfin, je lis pas une romance pour... comment? Je trouve que c'est un côté un peu mélodramatique, que moi, j'aime pas trop. Et j'aime pas non plus trop le personnage de Logan, honnêtement, parce que je le trouve un peu bébête. Et moi, je trouve pas ça très sexy chez un homme d'être un peu bébête. Je pense que ça peut plaire, par contre, parce que, enfin, il a un côté quand même un peu mignon, ça, moi, j'aime bien, mais ouais, enfin, il est pas très malin, hein, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Et pareil, Grace, elle est chiante, pardon, hein, mais... Bref, tout ça pour dire que de base, quand on n'aime pas les deux protagonistes d'une romance, forcément c'est dur de s'intéresser à la romance. Et ouais, c'est mignon, en vrai. J'ai quand même passé un beau moment en le lisant. J'ai bien aimé, globalement, le livre. Je trouve qu'il est vraiment loin d'être mauvais, mais c'est pas le coup de cœur de la saga pour moi, quoi. Enfin voilà, c'était sympathique. Voilà, c'est tout. Et donc, on arrive peut-être à un des moments les plus attendus de la vidéo. Tout ça pour vous dire qu'on va parler de Fourth Wing, le livre du moment, si je peux dire, hein. C'est-à-dire qu'on n'entend plus parler que de lui partout. Alors, faut admettre, je vais commencer par déjà 2 points qui sont pour moi positifs. Faut admettre que la maison d'édition, donc Hugo Roman pour rappel, a fait un travail de dingue en termes de communication, c'est-à-dire que vraiment, visiblement, ils ont prévu la moitié du budget du livre, c'était pour faire de la communication. Il y a des pubs au cinéma, les gars. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie une pub pour un livre au cinéma avant? Absolument jamais, hein, jamais. Là, ils ont fait des pubs au cinéma, c'est un truc de dingue. Moi, je trouve ça génial, hein. Commencez à faire ça, s'il vous plaît. Mettez-nous des livres partout, nous, on attend que ça. Bref, et de la pub partout pour ce livre. Pareil, le deuxième point que je trouve très bien, c'est ils ont travaillé un truc de dingue, la couverture, faut être honnête. Ils ont fait des livres qui sont magnifiques, que ce soit le brochet, je vais essayer de vous le... Je crois que j'ai l'image aussi, je vais vous la mettre, les deux, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Le brochet, moi je le trouve honnêtement très joli. Il y a un travail en plus sur la couverture où il est en relief, le papier est de bonne qualité, enfin c'est des beaux objets livres. Le relief, moi je l'ai, n'en parlons même pas, il est sublime. Le jaspage est magnifique. Les dorures tiennent à peu près. Faites attention quand même sur quand vous enlevez la jaquette, les dorures qui sont dessus ont tendance à s'effacer un tout petit peu. Pas ultra rapidement visiblement, mais quand même, faites attention. Mais bon, bref, globalement, l'objet livre est magnifique. Ça, rien à dire. Maintenant, parlons de l'histoire. On va commencer par le gros point négatif tout de suite, hein, comme ça on n'en parle plus. La traduction, c'est une catastrophe. Voilà, je suis désolée, moi je vais être honnête. Je trouve que c'est honteux de sortir un livre aussi mal fini. Et je trouve ça encore plus honteux quand on se permet de mettre justement autant de budget en communication et en couverture. Parce qu'il y a un moment donné, oui ça vend, mais vos lecteurs vont avoir l'impression que vous les prenez pour des cons. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est un peu la sensation que j'en ai. Quand je mets 30 balles dans un livre, ok, parce qu'il est joli, c'est un peu la raison principale qui a fait que je l'ai acheté, mais aussi en étant dans l'attente d'une histoire incroyable. Parce que tout le monde parle de ces livres comme du livre qu'il faut absolument lire dans sa vie si on lit de la romantaisie particulièrement. Eh bien, vous pouvez pas vous permettre dans ces cas-là de faire une traduction aussi bâclée. Je suis désolée, ah non, moi j'ai trouvé ça abusé. Franchement, il y a des fautes, mais des fautes qui piquent les yeux dans ce livre. Il y a des phrases qui n'ont pas de sens. Voilà, on en est là. Il y a des phrases, j'ai dû les relire 10 fois, je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. Voilà, il y a pas de sens. Il y a des mots qui sont traduits d'une manière maladroite qui rend moche en français. Voilà. Et ça arrive de manière quand même pas mal récurrente dans le livre. Au point où, personnellement, en lisant le livre, ça m'a donné l'impression que la plume n'était pas de bonne qualité. Enfin, comment dire, je parle de ça comme si c'était un objet. Ça donne l'impression que l'autrice écrit d'une manière pas aboutie à 100%. Vous voyez, un peu comme si c'était un de ses premiers livres. Comme si... c'est pas parfait, quoi. C'est pas... par rapport à La vie invisible d'Adèle Haroux, vous voyez, on est loin, niveau plume, de ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Et le truc qui m'énerve, c'est que j'ai du mal à savoir si c'est dû au fait que c'est la plume de Rebecca Yarros que j'aime pas trop, ou si c'est juste vraiment la traduction qui est pourrave jusqu'au bout, quoi. Enfin, et ouais, non, enfin, alors la traduction, vraiment, je trouve que c'est la honte. Voilà, je dis tel que je pense, hein, je suis désolée, c'est peut-être un peu cash, mais voilà. Sortir un livre comme ça, quoi, moi, je suis hallucinée, vraiment. Et honnêtement, ils ont prévu la sortie du tome 2 bientôt, il est censé sortir au mois de juin, hein.
Juin, c'est dans 3 mois, les gars. Hein. Si c'est pour avoir un livre aussi bâclé, c'est pas possible. Hein. Quitte à décaler, moi j'en suis à un stade où je préférais qu'il décale la sortie de 3, 4, 5 mois de plus et le relire cette fois vraiment avant de le sortir que de nous ressortir un truc comme ça. Hein. Ah non, non, franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que globalement, moi j'ai bien aimé ce livre. Vous voyez, à la note, c'est un coup de cœur. J'ai bien aimé l'histoire. Pour moi, il y a des points qui vont pas dans l'histoire, mais je trouve que s'il y a autant de hype autour de ce livre, c'est pour une raison. Je m'explique. Je trouve que le personnage de Xaden est incroyable. Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. Il est incroyable. Là, très très bon book boyfriend, très bien construit. On est ok, sur ça on est d'accord. On est sur un Enemies to Lovers, ce qui marche très très bien en ce moment en romantasy, mais je l'ai trouvé un peu quand même, comment dire, un peu léger, le Enemies to Lovers. Ça commence plutôt pas mal en Enemies, mais ça passe très vite sur du Enemies, mais ils se plaisent bien quand même, vous voyez. Je pense que pour les gens qui aiment vraiment cette trope-là, vous allez peut-être être un chouille déçu, parce que c'est pas si... Pour moi, j'ai trouvé ça un peu trop gentil. C'est que mon avis, mais voilà. J'ai trouvé que c'était un bon livre parce que le début du livre nous met vraiment genre dans la tension. C'est vraiment stressant. On sent que la protagoniste, Violette, le début de l'histoire, moi je l'ai adorée parce que c'est pas une héroïne cliché comme on en trouve partout. C'est-à-dire que Violette, elle est pas badass. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était du génie parce que c'est une des seules qui arrive, qui a pas la carrure, qui a pas eu un entraînement de dingue pour devenir une cavalière. Et elle flippe. Et je trouve ça trop bien parce que c'est crédible, vous voyez. C'est-à-dire que elle se retrouve dans un milieu où elle risque de mourir à tout moment. Et elle est au courant qu'elle risque de mourir à tout moment. Et elle a pas de problème. Je vous assure que le début du livre, il est stressant parce qu'on est vraiment dans ce côté, vraiment cette ambiance, genre, c'est dangereux ce qui se passe, vous voyez. Et moi, je trouve que c'est trop bien. Et ça perd un peu au bout d'un moment dans le livre. Bon, c'est un peu dommage, mais encore que ça va. Je trouve que les dragons se font quand même pas mal attendre. C'est que mon avis. On les attend, les dragons, alors qu'on nous a vendu du dragon quand même. Ce problème, je pense qu'il sera très très vite résolu dans les tomes qui vont arriver. Globalement, la relation entre Violette et Xaden, j'ai beaucoup aimé, même si je trouve que là où le début, Violette est incroyable en termes d'héroïne, très vite, elle m'a déçue. Déçue. Parce que toutes les pages du livre, faut arrêter d'ailleurs, par pitié, c'est agaçant d'autant insister. Toutes les pages du livre, il y a quelqu'un pour me dire que Violette, elle est trop intelligente. Genre, ok, elle est pas forte physiquement, mais elle est trop intelligente, donc peut-être c'est sa force, vous voyez. Genre, parce que vraiment, elle est intelligente, Violette. Parce que si vous aviez pas compris, elle est intelligente. Stop. Arrêtez de nous harceler avec ça, parce que c'est pas vrai, d'accord. Ok, il y a 2-3 moments dans le livre où elle a des coups de génie, mais franchement, sur la fin, je ne spoilerai pas en donnant mon avis. Sur la fin, il y a des moments où elle a des réactions et des idées qui sont cons, d'accord. Je suis désolée. Faut arrêter de nous mettre des héroïnes de fantasy qui font des trucs cons. Ça me fatigue. Mettez-nous des filles vraiment intelligentes. Vous nous vendez une fille vraiment intelligente, mettez-nous une fille vraiment intelligente. Et l'intelligence, c'est sur plusieurs points. C'est pas juste résoudre des énigmes, par exemple. L'intelligence, c'est aussi l'intelligence émotionnelle. Donc, se rendre compte de comment les gens se comportent et de pourquoi ils se comportent comme ça. Ce genre de trucs, vous voyez. Enfin, bon, bref, j'ai un peu moins aimé Violette sur la fin. Heureusement que Xaden rattrape tout. Voilà. Donc ça, c'était pour moi le deuxième point négatif de cette histoire. C'est que c'est dommage que Violette finisse en étant un peu con sur la fin. Parce que vraiment, il y a des moments où j'étais là en mode me fatigue. Elle. Je sais pas s'il y a que moi, ça se trouve vous avez adoré Violette de A à Z. Moi j'ai quand même trouvé qu'il y a des moments où on souffre, quoi. Enfin, bref. Pour moi, le seul point où vraiment par contre aussi ça m'a saoulé, mais ça je pense malheureusement que c'est aussi dans la version originale, je trouve le livre un peu vulgaire. Voilà. Je trouve le livre un peu vulgaire, il y a des moments où ils parlent beaucoup de leur prouesse aux uns aux autres, avec le voisin, la voisine et celui d'à côté aussi, Alors, c'est fait pour aller dans l'ambiance parce qu'il y a ce côté où ils disent dès le début que vu que tu risques de canner à tout moment, t'es un peu plus libéré sur ce que tu fais, quoi. Vous voyez, ok. C'est pas une raison pour être lourd. Parce qu'il y a des moments, franchement, c'était limite un peu trop. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop. C'est que mon avis, mais voilà. Au même titre, c'est un livre dans lequel il y a du smut. Je vais surprendre personne en disant ça. Et j'ai trouvé, c'est que mon avis, les scènes un peu kitsch. J'ai trouvé que c'était too much, vraiment.
Je ne veux pas vous spoiler, je ne vais pas vous donner de détails pourquoi je trouve ça dommage. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, mais ça va trop loin. Ok, c'est de la fantasy, donc on peut se permettre des libertés, mais enfin, on n'a pas envie de lever les yeux au ciel pendant une scène de smut, les gars. S'il vous plaît, bref. Voilà. Je trouve ça dommage. Et j'ai peur d'ailleurs que dans les tomes qui vont suivre, on se retrouve sur du très smut. Parce que ça part un peu sur ça quand même, sur la fin. Et moi, ça me dérangerait vraiment que la relation de Violette et Xaden prenne le dessus sur l'histoire qui a l'air d'être quand même sympa. Je veux dire, on est sur une histoire de fantasy avec des intrigues politiques et tout, genre ça peut être super bien, vous voyez. C'est le genre de livre où vraiment, il faut pas, à mon sens, que la romance prenne trop le dessus. Parce que l'histoire, elle est cool, donc la mettez pas derrière, genre c'est pas fait pour être en arrière-plan, quoi. Enfin voilà, bref. Donc, voilà, globalement, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sans spoiler. Voilà. Je verrai au montage, de toute façon, je pense pas que ce que je dis soit trop spoilant, sinon au pire je couperai des moments, ou alors si vous me voyez en silencieuse avec des phrases écrites, c'est que peut-être j'ai dit des tournures de phrases qui risquaient de vous spoiler un petit peu. D'ailleurs, si dans d'autres vidéos vous voyez ça, c'est pour cette raison spécifiquement, c'est que je risque de spoiler. Je veux vraiment pas vous donner un avis qui spoil, j'essaie juste vraiment de vous donner un peu mon ressenti pendant la lecture. Que voilà, n'hésitez pas à me dire. Mais ouais, globalement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que ça peut être un super film. Et je crois avoir entendu dire que potentiellement, ils seront adaptés au cinéma. J'achète direct ma place pour aller voir ça. Même s'il y a certaines scènes, je me demande comment ils vont les faire au cinéma. Il y a des délires avec les dragons. C'est limitant. Comment vous allez représenter ça à l'écran, les gars? J'attends de voir. Bref. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est un très bon livre. Je pense que j'aurais préféré le lire en VO. Parce que vraiment, la traduction, pardon, je renfonce le clou, hein, mais la traduction, elle est pourrie, quoi. Enfin, voilà, déçu. Trop déçu de la traduction. S'ils avaient fait un effort, quitte à attendre un peu pour sortir le livre et nous sortir un livre qui était parfaitement, joliment traduit, je pense que ça aurait été deux cœurs. Mais là, ça m'a un peu coupé dans ma lecture et ça m'a un peu agacé sur certains points. Je trouve qu'il n'est pas aussi parfait que tout le monde veut bien le dire. Pour moi, c'est pas la meilleure romantasy de tous les temps. Mais pour moi, c'est une très bonne romantasy. Voilà. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc on est sur un mois de février, plutôt pas mal, parce qu'au final je vais lire entre 11 et 12 livres, du coup j'imagine, je vous mets le chiffre quelque part, pour que vous voyez combien de livres j'ai lus. Pour moi c'est pas mal. Hein. Pour moi les meilleurs mois que j'ai fait de lecture c'est 15 livres, mais 15 livres quand j'en lis des aussi qui sont courts. Là globalement j'ai lu quasiment que des gros livres, dont certains bien fat quand même. Hein. J'ai au moins 3 livres à plus de 600 pages ce mois-ci, donc forcément... donc pour moi vraiment c'est pas mal, j'ai bien lu, je suis bien contente de moi. J'ai lu de beaux livres, globalement de belles pépites, il n'y a qu'un livre qui m'a déçu de tous les livres que j'ai lus, donc c'est plutôt un très bon bilan. Et surtout j'ai pu bien avancer dans mon challenge et ça moi je suis contente. Il me reste encore un mois, si vous ne savez pas de quoi je parle allez voir dans mes vidéos, j'ai fait toute une vidéo sur ça, sur ma playlist de février-mars, c'est ça. Là, il me reste un mois de challenge où j'ai encore plein de super livres à lire. C'est majoritairement ceux qui sont là. Donc, si vous en repérez certains, potentiellement, ils seront peut-être lus si j'ai le temps sur le mois de mars. De toute façon, je referai une vidéo bilan de tout ce que j'ai lu au mois de mars quand on arrivera début avril, du coup. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve maintenant mardi pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. Que ce soit ici ou sur Instagram, il y a des gens qui font ça, j'aime trop. Il y a des gens qui m'envoient des messages privés après sur Instagram pour qu'on discute et tout de sujets que j'ai abordés ici. Je trouve ça trop bien. Comme d'hab, vous avez mon Instagram en dessous, donc si vous voulez m'envoyer un message, je suis ravie de discuter avec vous. Ceux qui ont lu Fort Fouine Pitié, envoyez-moi un message qu'on en discute, d'accord? Je veux savoir si je suis la seule chiante qui ait trouvé que c'était très bien, mais vous voyez, parce que j'ai l'impression que tout le monde continue à dire que oh là là, c'est la sortie, la meilleure sortie de tous les temps. Je suis pas tout à fait d'accord. Enfin voilà, bref. Venez en discuter, je serais ravie de parler de ça avec vous. Et voilà. Et voilà, du coup, je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo.